Bonjour à tous, un nouveau format pour Parcours de vie, puisque désormais nous irons au cœur de l'environnement où vivent, où résident, où évoluent nos invités tout simplement. Aujourd'hui nous sommes dans un studio radio, l'un des studios de France Bleu Pays d'Auvergne, puisque notre invité est Lionel Lepage, le directeur de ce média, de cette station. Merci Lionel de nous accueillir ici. C'est avec grand plaisir. Bonjour Marc, Alexis. Un studio, une régie, ce sont toujours des pièces un peu particulières, des pièces mythiques. Je voudrais qu'on reste quelques instants sur ce lieu. Et puis, on regardera aussi, bien sûr, tout à l'heure, avec des images de Georges Abicattar, on regardera la régie. Comment expliquez-vous ce côté mythique du lieu ? Un studio de radio, c'est là où tout a commencé en fait. C'est vrai qu'on peut faire de la radio dans une pièce. Très vite, ce studio a été le lieu de vie de la radio. C'est d'ici que tout part, que ce soit les bonnes comme les mauvaises nouvelles, les bons moments en tout cas. Et c'est vrai que, alors, pour le coup, moi, c'est une pièce qui m'a fait rêver depuis l'âge de 12 ans. Alors, vous m'avez indiqué, quand on a préparé la rencontre, que vous êtes venu progressivement dans ces lieux. Mmh. Vos parents vous ont laissé, d'abord, à 12 ans, vous faites de la radio dans votre chambre, avec les moyens du bord. On ne dira pas trop ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, il existe le CSA. Et puis, vous êtes directeur de radio, donc on ne va rien dire. Les prescriptions. Il y a prescription. Oui. Mais vous êtes progressivement venu dans ce lieu pour découvrir le monde de la radio. Racontez-nous, vous avez 12 ans à l'époque. Oui, complètement. À 12 ans, j'ai visité avec mes parents la maison de la radio de Radio France à Paris. On voit les images d'ailleurs de la maison de la radio. Oui, tout à fait, avec le musée de la radio qui était au sein de cette maison ronde. Et là, j'ai eu un véritable déclic. Donc à 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à faire de la radio dans ma chambre en invitant les copains et les copines à s'exprimer derrière le micro. On avait bricolé un petit peu de matériel. Et dès l'ouverture de cette station, qui s'appelait à l'époque Radio France Puy-de-Dôme, je suis venu, alors d'abord rôder sur le trottoir, parce que j'étais un garçon très timide et je le suis toujours. Je n'ai pas osé pousser la porte tout de suite, mais j'ai fini par le faire. À l'époque, c'était un animateur qui s'appelle Hervé Pouchol, qui a fait une belle carrière par la suite, après Clermont-Ferrand. Et donc, oui, j'ai hanté ces lieux à l'adolescence. Et d'ailleurs, certains techniciens et certains journalistes d'ici se souviennent de cette époque-là où, légèrement boutonneux, je venais déjà les ennuyer. Et je suis revenu pour une première fois en 2007 ici, comme responsable des programmes et depuis quelques mois comme directeur. Question liée au mystère de la radio, parce que vous savez bien qu'on partage ce point commun, celui de faire de la radio tous les deux. Faire de la radio, c'est pas faire de la télé, c'est pas écrire dans un journal. Il y a une part de mystère quand on est devant les micros, quand on regarde le fameux rouge qui nous relie aux auditeurs. On ne sait pas qui nous écoute. Et pour autant, on est en lien avec eux. Comment vivez-vous, vous, ce mystère ? Alors moi, à l'époque, c'était justement parce qu'on était caché derrière un micro et que je pouvais être quelqu'un d'autre que j'ai pu réaliser ce rêve. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la radio, en cachette de mes parents d'ailleurs. et c'est vrai que ce lien est très personnel parce qu'on entre dans l'intimité de nos auditeurs, qu'ils soient dans leur salle de bain le matin, leur cuisine, leur voiture, au bureau ou dans leurs activités professionnelles. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas de filtre finalement. Et le fait de tutoyer, entre guillemets, avec la métaphore du tutoiement, de tutoyer les vedettes, les grands de ce monde, les décideurs, ceux qui œuvrent sur les territoires, est-ce qu'à un moment donné, ça a été aussi déclencheur de cette carrière, ou alors non, ça s'est fait naturellement ? Alors pas du tout. Alors moi, je suis tellement attaché, je crois, à la proximité et à l'humain, que l'on peut être président de la République ou agriculteur au fin fond du Cantal, j'ai le même intérêt et le même plaisir à rencontrer les gens. Il y a eu des présidents de la République qui étaient du Cantal, du fin fond du Cantal. C'est ça. Georges Pompidou, par exemple, Montboudif. Et je crois que, oui, moi, ce qui m'a attiré d'abord, c'est d'aller à la rencontre et d'être curieux, en fait. D'être curieux, tout simplement. Ouais. Je crois que j'ai beaucoup plus appris à la radio en pratiquant mon métier qu'à l'école, où je m'ennuyais fermement. On dit de la radio qu'il est celui de l'immédiateté, de la proximité. Vous partagez ça, Lionel ? Complètement, oui. Oui, et puis les nouveaux outils montrent que la rapidité et l'immédiateté, c'est forcément quelque chose d'important. Donc la radio, elle est en pleine évolution, en pleine mutation, et c'est normal si on veut être un média encore dans l'air du temps, mais on restera toujours le média du moment chaud.
On va revenir sur l'évolution de la radio aujourd'hui, d'ores et déjà, et puis surtout demain à travers le numérique. Revenons à vos débuts, 12 ans, 14 ans, avec un mini-studio dans votre chambre. Vous profitez de votre première mobilette pour offrir vos services à FM 63 avec notre ami Alain Vaner, qu'on a connu tous les deux pour d'autres raisons, un homme de communication et de médias. L'histoire des radios libres, c'est d'abord celle des lois de 82. François Mitterrand arrive au pouvoir, il est président de la République, on est en 81. Il lance cette libération des ondes hertziennes qui appartenaient à l'époque à l'armée, qui appartiennent d'ailleurs toujours aux armées pour être très clair. Mais il les met à disposition à travers les lois dites de liberté d'expression. Le problème, c'est que la liberté d'expression, on en a fait un peu ce qu'on voulait. C'est pas un problème. Chacun s'est emparé de ce média qui avait fait rêver des générations et on passait de l'ombre aussi à la lumière et à la légalité quelque part avec effectivement ces extrêmes, ces balbutiements puisque du coup on était tous finalement face à la radio de service public et aux grands groupes de radios privées, ces petites radios locales apprenaient sur le tas, comme on dit. Oui, mais trop de liberté, ça n'a pas tué la liberté ? Non, je ne pense pas. C'est le format qui fait que la réalité est revenue directement parce que faire de la radio, ça coûte moins cher que de la télé, mais ça coûte de l'argent et il fallait trouver un modèle économique pour ces radios. En tout cas, ça a été un vivier extraordinaire pendant plusieurs années, voire quelques décennies, où on a pu former des journalistes, des animateurs, des techniciens, des personnels d'accueil également. Donc ça, c'est un véritable vivier qui existe beaucoup moins aujourd'hui. C'est un véritable problème. 1989, vous entrez à Radio France à travers la station de Toulouse, puis ce sera Belfort, Cherbourg, Clermont, Guéret, à nouveau Clermont. Vous avez fait 12 années au matinal avec, alors peut-être pas celui-là, hein, mais avec cette arme indispensable à tous les matinaliers, c'est comme ça qu'on nous appelait autrefois. Faire les matinales, c'est se lever à 4 heures, c'est être opérationnel à 6 heures, 5h30 dans certaines stations. C'est surtout avoir la gorge chaude, comme on dit, dès 5h30 du matin, et donc on boit beaucoup de café. C'est ça. J'ai horreur du café, sauf au travail, mais c'est vrai. Moi, je bois le mien. Et c'est vrai que c'est l'arme indispensable, mais c'est également, il y a une autre arme, hein, c'est lorsqu'on pousse la porte de chez soi et que l'on commence à respirer l'air du matin. Moi, j'adorais ce moment entre 4h et 6h où effectivement on sent un territoire, une ville qui se réveille. C'est quand même une vie différente parce que on n'a pas le même rapport à nos conjoints dans la mesure où on est obligé de les quitter très tôt le matin, les retrouver peut-être tôt l'après-midi, mais du coup pas vivre les mêmes choses avec eux, avec les enfants aussi, quand on a des familles. C'est particulier de faire les matinales. C'est un rythme différent, mais enfin, en tout cas pour moi, c'était le meilleur moment de la radio. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est là où tout peut se passer. Il y a à la fois l'information qui arrive très très vite, on travaille avec une petite équipe, on a des auditeurs qui sont heureux de nous entendre, voire de nous parler par le biais du téléphone. Et après, ça permet d'avoir une autre vie avec ses enfants à partir de la mi-journée, de faire des siestes, de sortir un peu le soir aussi. Donc, les matinales, c'est à la fois les contraintes et la magie du direct, les contraintes des horaires et la magie du direct. Ouais, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait de contraintes, en fait. Alors, il faudrait poser la question à mes conjointes, parce qu'effectivement, on les quitte tôt, mais parfois, on les retrouve pas. Mais en tout cas... C'est du direct. Le pluriel, voilà, c'est tout. Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. On partage aussi, là. Mais c'est vraiment le plus beau moment de la radio, effectivement. Ouais. Alors, la découverte du service public, je voudrais qu'on en parle aussi, parce que est-ce que c'est un hasard si vous êtes entré à la radio? Non, on l'a bien compris, mais à la radio service public, est-ce qu'une chaîne, un média privé aurait pu aussi vous intéresser, ou est-ce que c'est un véritable choix? Alors, c'est un choix. C'est aussi le parcours qui a fait que tout de suite, j'ai découvert ce média par Radio France. Ensuite, il y a les opportunités de la vie, hein, parce que pendant quasiment 20 ans, j'avais ce qu'on appelait à l'époque des contrats de grille pour Radio France. Donc, au mois de juin, ma carrière était remise en cause et j'aurais très bien pu partir dans le privé. Il se fait que le hasard a fait que j'ai pu
effectivement changé de station au sein du groupe Radio France et dans les locales de France Bleu, mais en tout cas le privé ne me fait pas peur non plus. Des moments qui vous ont marqué, il y en a eu plein, mais vous m'en avez souligné 2 lorsque nous nous sommes vus. Vous avez parlé des attentats du 11 septembre à New York et la nécessité pour vous de garder l'antenne, et puis la visite du pape Jean-Paul II à Tours en 88. Ouais. Effectivement, deux moments très, très différents, mais forcément avec un point commun, c'est l'émotion. La rencontre avec le pape Jean-Paul II est assez incroyable puisqu'il était en visite en France pour une bonne dizaine de jours. Il logeait chaque soir à Tours, donc il rentrait dans cette ville tourangelle quotidiennement et il avait organisé une célébration privée à la basilique Saint-Martin en plein centre de Tours et la radio avait décidé de m'envoyer également avec un collègue journaliste sur place pour essayer de couvrir en direct autant que faire se peut. Il y avait effectivement des barrières de sécurité, des agents de sécurité. Et par la fougue de ma jeunesse et peut-être aussi parce que c'était une autre époque, je suis passé de l'autre côté et j'ai été le premier surpris en fait de croiser le chemin du pape Jean-Paul II sortant de la basilique et rejoignant la Papa Mobile, a fait un détour pour venir me voir puisque j'étais le seul être humain dans un périmètre de 15 mètres. Donc, vous avez pu l'interviewer ? J'ai pu l'interviewer, nous avons échangé... C'est très rare d'interviewer un pape. Ouais, nous avons échangé quelques mots en français et en direct sur l'antenne puisque j'étais et en plus vous étiez en direct. Faire du direct, ouais, tout à fait. Ouais. Un grand moment. Un grand moment et puis une émotion incroyable parce que c'est une véritable personnalité. C'était vraiment un moment extraordinaire. Ouais. Alors l'attentat du 11 septembre, on peut s'étonner qu'il vous ait indirectement que vous ayez été obligé de vous en saisir. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'il est à New York, vous n'êtes pas sur une antenne nationale ? À l'époque, je suis à Belfort, j'anime une tranche d'animation et il y a la télévision qui est en studio donc je vois les premières images des attaques sur New York et effectivement la rédaction commence à s'organiser et on me demande effectivement de rester à l'antenne et de commencer à prendre aussi des témoignages en direct des auditeurs sur les événements qui vont durer plusieurs heures, hein, puisque vraiment on a vécu des moments terribles. Et ça marque aussi un tournant dans ma carrière, puisque c'est ce jour-là que j'ai appris que j'allais prendre des responsabilités au sein des programmes pour une station qui s'appelle France Bleu Cotentin. Donc c'est vrai que quelque part, je pense que j'aurais aimé finir sur une note plus positive. Voilà. Parce que ça nous met face à une réalité terrible qu'on a connue il y a encore. Voilà. C'est l'actualité du monde de la radio aussi. Lionel Lepage, chaque année, il y a un sondage Sofres-Lacroix qui montre à quel point les Français ont une opinion favorable envers le média radio. Et chaque année, quelles que soient les radios, c'est toujours la radio qui arrive comme étant le premier des médias et surtout celui qui est placé au niveau de la confiance. Comment expliquez-vous ça ? Est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, tout d'abord le fait que, encore une fois, on pénètre chez les gens. Et forcément, si l'auditeur fait confiance à une radio, à une personnalité, journaliste, etc., du média, s'il l'invite chez lui, c'est qu'il lui fait confiance. Voilà, on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Et il faut que l'on garde aussi à l'esprit, ça c'est le travail quotidien des équipes qui travaillent à France Bleu et dans les radios en règle générale, c'est de prendre le temps de vérifier l'information et de la donner le plus simplement possible parce que l'écriture radio, ce n'est pas une écriture de presse écrite, ce n'est pas non plus une écriture d'un journaliste de télévision. C'est vraiment un exercice particulier et il faut parler directement, simplement aux gens. Et je pense que là aussi, ça donne de la confiance. La confiance, elle est menacée à l'heure du tout numérique où justement Internet nous oblige à être parfois dans le copier-coller ou nous met dans cette nécessité en tout cas. Et est-ce que les radios traditionnelles, comme on les a connues, vous et moi, comme on les connaît encore aujourd'hui, est-ce qu'elles sont en danger ?
En danger, non, mais il faut effectivement être très attentif à la façon dont on travaille au sein des rédactions. Il faut continuer à prendre le temps et ne pas succomber à cette course à l'échalote du premier qui donne une info. Moi, depuis que je suis arrivé ici à Clermont-Ferrand, je dis et je répète souvent aux équipes, mettons un peu le pied sur le frein, prenons le temps effectivement de vérifier, de réfléchir et d'expliquer, de décrypter toutes ces informations que l'on reçoit constamment sur nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Je crois que la radio, là, elle a un grand rôle à jouer, c'est effectivement d'être un peu plus modéré. Lionel Lepage, on va se quitter en parlant de pas de Noël sans jouer, puisque la période de Noël arrive. C'est une belle opération que vous menez à France Bleu, Pays d'Auvergne, ici avec Fan Auvergne et le Crédit Mutuel Massif Central. On va dans les agences du Crédit Mutuel, on dépose des jouets. Oui. Pas des jouets abîmés. Des jouets, tout court. Neufs ou en très bon état. Ouais. Et puis ensuite, ils seront offerts via une association caritative. Oui, nous travaillons avec le Secours populaire, également les Restos du Cœur et le Secours catholique. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que ce partenariat est en place et c'est toujours un moment de bonheur de voir eh bien, ces gens qui apportent des jouets dans les différentes agences du Crédit Mutuel Massif Central. Et cette année, pour la première fois, nous aurons également le 7 décembre 2 concerts avec un groupe auvergnat célèbre, Oiseau. Ils joueront 2 fois, une fois dans l'après-midi, une fois en soirée. Que l'on a reçu dans Parcours de vie d'ailleurs. Voilà, et les auditeurs et tous les gens qui souhaitent participer à l'un de ces 2 concerts viennent également avec un jouet neuf et leur famille pour passer un agréable moment. Merci Lionel de nous avoir accueillis.